Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Donc aujourd'hui, on a une tête connue. On l'avait déjà interviewé il y a quelques mois, peut-être un an maintenant. C'était un duo et j'ai la chance de pouvoir la réaccueillir, cette fois-ci seule, pour parler de son mental, parler du GR20 qu'elle vient d'accomplir et parler un petit peu aussi de son évolution, de son entreprise, du mental d'entrepreneur qu'elle doit mettre en place chaque jour pour aller de l'avant. Salut Marine. Salut Sébastien. Alors, quoi de neuf? Écoute, j'ai l'impression qu'on s'est parlé il y a 2 secondes. Et en fait, t'as raison, on a tourné l'année dernière en juillet et on est en août. Donc en fait, ça fait 1 an qu'on s'est parlé à ce micro. C'est incroyable la vie, comment elle défile et comment elle change en 1 an. Effectivement, écoute, nous on a gardé le lien, on continue à suivre. Et je trouvais intéressant en fait de te faire revenir en fait sur le podcast dans le sens où 1 an s'est écoulé. Il y a 1 an, tu crées ta boîte. Donc, ça fait 1 an que tu as mis les pieds dedans et démarre aussi. Je trouvais ça intéressant en fait de venir recueillir un petit peu ton témoignage un petit peu après 1 an. Je trouve que on dit souvent que la première année c'est la plus dure et que on atteint une certaine sérénité au bout de 3 ans. Quand on a passé le cap des 3 ans dans une boîte, on voit déjà un peu plus l'avenir. Mais très souvent, on sait que les 3 premières années sont les plus compliquées. Et très souvent, même au bout d'1 an, il y a beaucoup de gens qui arrêtent et qui abandonnent. Donc, toi, tu es encore là. Donc, je trouvais ça intéressant de pouvoir venir t'interviewer et nous dire un petit peu comment s'est passée ton année d'entrepreneuriat. Écoute, il s'est passé à peu près 1000 trucs. En résumé, effectivement, l'année dernière, je pense que j'avais beaucoup moins de sérénité d'entrepreneur qu'aujourd'hui. Mais c'est aussi parce que les choses se mettent en place, la visibilité, les retours clients qui sont positifs, le fait de construire une communauté qui est forte aussi autour de quand même et autour de moi. Et puis, tu l'as cité en introduction du podcast. Il y a 1 an et demi, j'ai décidé de me lancer dans un pari un peu fou qui est de m'entraîner pendant 18 mois avant de faire le GR20 cet été. Et donc, je pense que tout ça, mis bout à bout, plus les rencontres, et j'espère qu'on va passer sur ce sujet pendant le podcast, font qu'on arrive à une Marine un petit peu différente de celle de l'année dernière. Les valeurs fondamentales n'ont pas changé. La bonne femme, dans le fond, elle a pas changé. Mais en fait, plein de choses en surface ont changé pour le coup. C'est assez rigolo. Ok, la coupe de cheveux déjà. Ouais, c'est lumineux. Hein. Ok. Écoute, comme vous étiez 2 la dernière fois et que finalement le temps de parole était divisé par 2, puisque vous étiez 2, j'ai envie de reprendre un petit peu le process de l'épisode, c'est-à-dire commencer par un petit portrait chinois qui sera pas du tout le même que celui que tu as connu, puisque j'ai un peu réinventé quelques questions depuis. Mince, je pensais me servir de mes réponses de la dernière. Non. Et ensuite, peut-être nous refaire un petit point sur ce que tu fais surtout. Alors, pas forcément revenir sur ton parcours, éventuellement les gens iront réécouter l'épisode d'il y a 1 an. Ouais, d'ailleurs, j'en profite qu'on soit à l'introduction pour dire qu'il faut absolument qu'ils aillent écouter cet épisode, parce que moi, je l'ai réécouté pour préparer celui-là. Et franchement, c'était super chouette aussi ce qu'on avait fait en duo
à tes côtés avec Marlène. Et d'ailleurs, je l'embrasse et j'embrasse tous les gens qui ont suivi ce parcours de ouf aussi depuis 1 an. Ouais, puis même Marlène a évolué depuis. Hein. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Ok, alors écoute, on va commencer par le portrait chinois. Et ensuite, tu nous expliqueras un petit peu quelles sont tes compétences et les objectifs de ton entreprise. On reviendra, on reparlera de ton mental, on reparlera du GR20, comment tu l'as géré mentalement, physiquement. Quels sont les outils que tu as pu mettre en œuvre, même sans le savoir au départ. Cool, j'ai plein de trucs à dire. Et voilà. Écoute, on y va. On est parti alors sur le petit portrait chinois. Si tu devais choisir un animal, quel animal choisirais-tu et pourquoi? Alors, moi, je ne choisis pas d'animaux. Ah non, je rigole. En fait, ma première réponse serait ça parce que je suis hyper allergique aux animaux en général. Donc, ma réponse, comme ça, à bout de décoffrage, c'est je ne choisis pas d'animaux parce que je suis allergique à la plupart des animaux. Et en fait, ma réponse numéro 2, et donc c'est peut-être celle-là qu'on va retenir, le jaguar. Parce que c'est comme ça que j'ai nommé une partie de ma... Tu sais, il y a Madame Parfaite qui vit en moi et il y a Madame Rapide. Et donc, Madame Rapide fait partie de mes composantes naturelles. Je vais très, très vite dans la vie. Et donc, mon coach en émotion, pour pas le citer, David Paris, m'a dit il faut que tu personnifies la vitesse, etc. Donc, il faut que tu personnifies. Donc, du coup, c'est un jaguar. Et il s'appelle Huracan, ça veut dire ouragan en espagnol. Donc, je choisis le jaguar pour cette raison. Le jaguar, ça fait partie de moi. La vitesse, et dans l'exécution, et dans les décisions dans la vie, c'est moi. Ok. Jugé pour le jaguar. Et la voiture qui va avec bientôt? Alors moi, je suis très... Non, mais c'est rigolo que tu dis ça, parce que moi, je suis très bagnole. La plupart des femmes, ça, c'est choisissent la couleur et tout ça. Moi, je m'y connais en voiture, donc si tu veux, tu me feras pas acheter un pot de yaourt ou un truc qui avance pas. Effectivement, moi, je rêve pas vraiment de Jaguar, je rêve plutôt d'Audi TT, mais voilà, chacun sa canne. Ok, Audi, c'est parti. Si tu étais une émotion, tu choisirais laquelle et pourquoi? Si j'étais une émotion, je choisirais... Est-ce que rire, c'est une émotion? Je sais pas si... Le rire, c'est une émotion. Être joyeux est une émotion. Ouais, je choisirais ça. Être joyeux parce que tu ris. Je trouve que dans la vie, on prend les choses un peu trop au sérieux et finalement, à part la maladie et la mort, il n'y a pas grand-chose de grave. Donc finalement, riez beaucoup, soyez très joyeux et faites des trucs qui vous font kiffer. Vous allez gagner du temps. Et des points de vie. Des points de vie, ouais, excellent. Si tu devais être une devise, laquelle choisirais-tu? Je choisirais une devise en anglais qui dit « Here and now », ici et maintenant. Voilà, instant présent, lâcher prise. Voilà. Pour les connaisseurs. Si tu devais choisir quelque chose qui t'apaise, tu choisirais quoi? J'aurais du mal à choisir entre une séance de méditation avec mon favori Cédric Michel dans mes oreilles, avec le scan corporel, et une séance de coaching avec mon coach en émotion David Paris. Coach en émotion, c'est quoi ça? Il faut absolument que vous alliez voir le travail de David. Il est ouf. Moi, il a changé ma vie. Ok, on ira voir David Paris. David Paris, si tu m'écoutes, viens me voir toi. Ouais, il faut que tu le rencontres, il est dingue. Ok. De toute façon, la gestion des émotions, c'est important. Déjà, apprendre à les identifier, apprendre ce que tu avais géré, c'est un travail qui, selon moi, doit se faire dès la maternelle. Donc, ouais, t'en parlais justement dans le podcast avec Sarah Lequette, et c'est un truc que vous avez dit que je trouve hyper juste, et que vous l'avez dit, on n'apprend pas ça à l'école, et ça fait partie des choses assez fondamentales dans la vie. Plus que ça, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec, il faut apprendre à les accepter. Plus tu essayes de refouler les émotions, plus elles passent dans ton physique, et tu prends cher plus tard. Tout à fait. Bah oui. Il faut mettre des mots sur les émotions, mais c'est pour la raison pour laquelle il faut savoir les identifier pour pouvoir mettre des mots sur ce que tu vis. Autrement, comme tu dis, justement, ça passe par le corps. Et quand il s'exprime, généralement, ça fait mal. Ça fait très, très mal. Bah oui, parce que selon l'émotion que c'est, si c'est de la colère ou si c'est autre chose, ça peut s'exprimer par de la violence. Ouais. Donc voilà, on va éviter de te mettre en colère. Moi, je me mets pas souvent en colère.
Non, Non. l'ouragan, il se déclenche pas. L'ouragan, c'est l'effet vitesse, tu vois. L'ouragan, il a pas de colère. L'ouragan, c'est la juste dose de quand il faut exécuter sous la pression, quand il faut faire des choix de vie où moi, j'ai l'impression qu'il faut toujours choisir vite. C'est là où il s'exprime. Mais il a pas de colère, le jaguar. Si tu devais être une énergie, quelle énergie tu choisirais? Ça veut dire quoi, l'énergie? L'énergie, tu peux aller, ça peut être la vitalité, ça peut être la sécurité, ça peut être la générosité. Il y a toutes sortes d'énergies, mais J'ai aucune idée. J'ai aucune idée de ça. En fait, quand tu as dit énergie, je me suis dit élément. Alors, je sais pas pourquoi j'ai associé énergie à élément, tu vois. Moi, j'ai l'impression que je suis le feu. Donc, peut-être que ce qui s'associe mieux au feu, c'est la vitalité, mais j'en suis pas tout à fait certaine. si tu devais être un arbre, lequel tu choisirais? Je serais un chêne. Un chêne, Ouais. pour ses racines solides. Ouais. Je serais un chêne parce que les glands, ils tombent aux pieds. Ok. Non, parce que ça a des racines solides, ça s'ancre profond dans la terre. Ouais, j'aime bien le chêne. En plus, tu vois, je trouve que ça a plein d'associations hyper jolies sur la famille, les fondements, le socle, le chêne. Et aussi peut-être parce que je connais pas trop d'arbres. Bon, mais c'est le premier qui t'est venu. Exactement, j'ai répondu ça de manière honnête et sincère. Bon, il n'y a pas d'arbre dans le maquis. Si, il y avait beaucoup d'arbres dans le maquis. Mais effectivement, t'as pas trop le temps de les regarder. On va dire que t'es pas concentré à ça. Moi, j'aurais été le pin d'Alep. Parce que le pin d'Alep, il s'adapte au vent et il se tord un peu. Il prend la dimension de ce qu'on lui propose. Et d'ailleurs, si tu regardes, il y a des pins qui arrivent à pousser dans des endroits incroyables alors qu'il n'y a pas de terre, il n'y a rien, ils sont dans la roche. C'est assez... Donc, il montre certaines choses comme quoi on peut aussi pousser, même si les conditions ne sont pas favorables. Ton plus beau voyage? Mon plus beau voyage. Alors, c'est pas facile parce que j'ai pas mal voyagé avant le Covid. Je répondrais quand même l'Ouest américain. Parce que j'ai visité une partie des parcs nationaux et là, tu t'en prends plein la tronche. De l'essence de la nature. C'est absolument incroyable. Tu regardes le Grand Canyon et tu te dis, mais en fait, tu poses tes yeux à un endroit et tu as l'impression que ça s'arrête jamais. À chaque fois que tu regardes un petit bout de mont, en fait, il y a un autre truc derrière, il y a beaucoup de relief. Si tu regardes en bas, tu vois le Colorado. C'est incroyable. C'est incroyable. Et il y a plein de super beaux parcs. Antelope Canyon, vraiment, si un jour vous décidez d'aller faire l'Ouest américain, s'il y en a un que vous devez absolument aller voir, c'est celui-là. Tu sais, c'est les décors qu'on voit souvent sur Microsoft. Tu sais, c'est ces espèces de voûtes orangées ou violacées en fonction du contraste que tu mets sur la photo. Et c'est à voir en vrai, c'est sensationnel. Ouais, sans aller même trop loin, en fait, il y a une réplique un petit peu des canyons américains près d'Avignon. Ouais, dans le sud de la France, ouais. Très, très, très chouette aussi. Le défaut que tu as du mal à supporter, c'est les autres. Quand ils prennent toute la place, parce que c'est ma place. Ouais, les gens qui sont très exubérants et des fois exubérants, voire vulgaires, tu vois, même dans leur façon de parler, j'ai l'impression qu'ils sont à ma place. Tu vois, c'est moi qui suis exubérante et c'est moi qui normalement prends toute la place dans l'assemblée. C'est moi qui amuse la galerie. Tu vois, c'est ça ma place. Donc, quand il y a quelqu'un qui est comme ça, je me suis rendu compte que ça m'énervait. Parce qu'en fait, ça me projette ma propre image de, en fait, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Normalement, c'est moi qui fais ça. C'est toi le bouffon du roi? Comment? C'est toi le bouffon du roi? Et c'est ça. Et en fait, j'ai remarqué que dans la vie, finalement, les gens c'est pas une généralité, mais les gens que tu as un peu de mal à apprécier, c'est généralement qu'ils te renvoient quelque chose de ta propre personnalité que tu détestes. Ouais, mais c'est souvent ça, qu'ils ont un effet miroir sur toi. C'est ça. Et souvent, maintenant, avant, tu vois, je me serais juste dit, lui ou elle, je la déteste. Mais maintenant, je suis plutôt en train de me dire, alors attends, qu'est-ce qui fait que je t'aime pas? Alors, c'est la sagesse, tu vois, c'est la sagesse. Tu me renvoies qui m'agace. C'est ça. Quelle partie de moi t'es en train de me renvoyer qui m'agace? Non, c'est intéressant. C'est intéressant, toi, d'avoir cette prise de conscience. Pas tout le monde l'a là. Donc, c'est intéressant de l'avoir. Allez, une petite dernière.
Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir aujourd'hui? De réussir mon challenge 2023. Chaque année, depuis l'année 2019, je donne un nom à l'année, qui est souvent un verbe d'action, parce que ça va avec la bonne femme et son jaguar. Et l'année 2023, elle s'appelle transformer. Transformer, la transformation, etc. Et moi, ce que j'aimerais bien réussir, c'est à transformer. Tu vois, à transformer l'essai sur l'entreprise et la faire suffisamment tourner pour que l'aventure puisse continuer le plus longtemps possible. Continuer la transformation de Marine qui a commencé maintenant il y a une bonne année et continuer à découvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce mot que j'avais mis un peu par sérendipité, tu vois, le premier de l'an. Allez, à quoi je pense comme ça, de but en blanc, transformer, voilà. Et finir ça, ce serait... C'est ce qui me ferait très plaisir cette année, tu vois. J'ai besoin de rien d'autre. Ok, tu utilises des expressions de Caroline Mignot, toi. Moi, j'utilise des... honnêtement, je le découvre. Hein. Pardon si je fais du plagiat sans le vouloir. Non, elle utilise souvent ce mot. Sérendipité ? Ouais, très très souvent. C'est un très joli mot pour dire c'est arrivé par hasard. J'ai fait une découverte et une innovation alors que c'était pas prévu. Effectivement. Ok, écoute, on a fait le tour un peu de ce petit portrait chinois qui n'avait rien à voir avec celui de la première fois. J'aurais préféré que tu fasses comme la première fois, tu vois, que tu me demandes qu'est-ce que j'ai envie de manger, c'est quoi ma fleur préférée, tu vois. J'ai trouvé que c'était super dur. Je me suis dit, nana, je n'ai pas préparé, donc du coup, est-ce que ma Madame Parfaite va être satisfaite de ce que j'ai répondu en réécoutant? Je vais me dire, oh là là, un chêne, vraiment, c'est la pire réponse que tu peux formuler. Ok, non, c'est une bonne réponse. Il y a beaucoup de gens qui répondent le chêne. Je te dis, c'est parce que les gens ne connaissent aucun autre arbre. Faut être arbre. Bon. Faut être honnête. T'es un drôle d'oiseau, en fait, toi. Tu choisirais... J'ai dit t'es un drôle d'oiseau, tu choisirais lequel comme oiseau? Tu dois en choisir. Eh bien, je choisirais... Alors, pour le coup, j'ai une réponse à formuler parce que j'ai lu La part du colibri de Pierre Rabhi. Et donc, du coup, je choisirais le colibri pour le fait qu'il apporte sa petite goutte d'eau à l'incendie dans la forêt. Voilà. Ok. Et qui va vite aussi. En tout cas, merci pour ce petit portrait chinois. On va pas forcément revenir sur ton parcours, mais surtout, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ton entreprise aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Quels sont les clients que tu aides et comment? Écoute, en un an, là-dessus, il n'y a pas eu trop de changements. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui me rassure le plus de me dire que je ne suis pas partie dans une direction trop floue au départ. Moi, je suis la fondatrice du coup de Quand même, qui est une entreprise qui accompagne les TPE et les PME à structurer leur communication et surtout leur acculturation au marketing. Moi, j'accompagne principalement les clients sur 2 volets dans ce cadre-là. De l'accompagnement marketing entre 3 et 6 mois pour faire en sorte que toutes les actions de communication qui sont menées aient un vrai sens et surtout une intention commerciale la plupart du temps, parce que les entreprises ont besoin de perdurer. Et puis, sur un autre volet, j'accompagne les entreprises de taille un peu plus grosse, tu vois, qui ont des services marketing déjà en place sur des sujets extrêmement précis, du type, on a un service commercial et un service market, mais en fait, on n'a pas d'indicateur de travail ensemble. Est-ce que tu peux nous aider? On a monté un centre de relations clients, mais il est mal structuré. Pareil, les services communiquent mal entre eux. On ne sait pas comment procétiser notre truc. Bon, voilà, j'ai un peu ces 2 pendants dans mon activité, à la fois d'aider des entreprises qui sont de plus petite taille et qui ont vraiment ce besoin de performance commerciale presque immédiate, et puis des entreprises de plus grosse taille qui ont des sujets assez précis à traiter. À côté de ça, c'est pareil, ça c'est ce qui s'est passé en un an. Je me suis mis à donner des cours par sérendipité dans une école, et puis là, à partir du mois de septembre, dans une deuxième. Je suis hyper contente aussi d'être en lien avec les étudiants, les jeunes, parce qu'ils ont une perception aussi des outils qu'on utilise qui est pas différente de la nôtre, mais en tout cas, ils appréhendent les usages d'une manière un peu différente de la nôtre. Donc ça, je trouve que c'est super intéressant. Puis ça me permet de rester un peu dans le coup, tu vois. Voilà. Et c'est à peu près ça que je fais dans la vie, ouais. Okay. Je fais d'autres trucs à droite, à gauche. Je suis bénévole pour 100 000 entrepreneurs. Je vais pitcher dans les écoles aussi, pareil, pour donner l'envie d'entreprendre aux jeunes, leur dire que entreprendre, c'est pas uniquement monter sa boîte, c'est aussi entreprendre au service de son orientation scolaire, du bénévolat, de l'associatif, etc. Donc voilà, je fais des choses qui me
qui me passionne. Et j'ai l'impression que tout est hyper fluide depuis un an. Ouais, et puis tout est interrelié, j'ai l'impression. C'est très clair. On va reparler un peu de mental. On va voir s'il a évolué. Alors, est-ce que ta définition que tu avais donnée du mental il y a un an, est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que c'est toujours la même? Eh ben, ouais. Alors, je me rappelle pas du tout. Je me rappelle pas du tout ce que j'ai dit. Ah si, je me rappelle un peu ce que j'ai dit l'année dernière. Et effectivement, ça a un peu évolué. J'avais une réponse un peu posée à plat, tu vois, le mental, c'est ce qui n'est pas physique. Je crois que c'était un truc un peu comme ça. Ma nouvelle définition du mental, c'est plutôt comment on s'aime, comment on se parle et comment on s'alimente pour rester le plus possible dans le positif. Ça, c'est ma nouvelle définition du mental. Ok. Qu'est-ce que tu mets en place pour faire ça? Plein de choses. Moi, j'ai eu la chance, en fait, cette fin d'année 2022 écoulée, de rencontrer sans doute les bonnes personnes au bon moment. J'ai vécu dans mon parcours d'entrepreneur un coup de mou énorme entre novembre, décembre et janvier 2022-2023. Et à ce moment-là, je rencontre... je peux donner des noms? Je dois donner des noms. Ouais, tu peux. J'ai rencontré Jean-Christophe Mini, que vous pouvez découvrir aussi sur LinkedIn, qui est thérapeute. Dans la même foulée, en février, j'ai rencontré donc David, dont on a parlé précédemment, David Paris. Et en fait, ils m'ont conduit l'un et l'autre à défaire des nœuds, des blocages de mon passé, en fait, parce que je pense que un truc qui est assez compliqué quand tu es entrepreneur, tout le monde te le dit, hein, quand tu t'installes. Oui, tu vas voir, à un moment donné, tu vas être limité par tes blocages, les trucs de ton passé, puis toi, tu es là, non mais franchement, les cons, ils sont vraiment trop mous. Et puis en fait, au moment où tu viens un coup de mou entrepreneurial, parce que dans mon cas, mon activité s'est mise à moins transformer, tu doutes de tout. Tu mets tout à plat, tu te dis de toute façon, je suis une merde, je vais fermer l'entreprise, tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. Et donc, j'ai rencontré ces personnes au bon moment parce que du coup, avec eux, j'ai appréhendé le développement personnel, truc auquel je m'étais pas du tout intéressée et je pensais pas du tout être le type de personne, tu vois, adapté à ça. Pour moi, c'était vraiment fait pour les gens qui avaient des problèmes. Je vais pas avoir... Comment? J'aime pas trop le mot développement personnel parce que je trouve que déjà on en parle trop et il y a trop de gens qui se l'approprient. Moi, je pars du principe que de toute manière, à la fin de ta journée, tu t'es développé personnellement, tu n'as besoin de personne. Je m'excuse, tu vois, je mettais ça dans un cadre. Non, mais ça, j'aime bien le repositionner ce mot-là parce que je trouve qu'aujourd'hui, développement personnel, je rejoins un peu du coup la petite fille de Louis de Funès sur le développement impersonnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, tu te lèves le matin, tu fais plein de choses jusqu'à la fin de ta journée. Tu fais un bilan de ta journée, tu vas en tirer des éléments qui vont te permettre d'avoir une croissance personnelle, de tirer des leçons de ta journée et puis d'avancer chaque jour. Moi, je suis plus sur, c'est un terme, tu vois, sur la croissance personnelle, plus sur l'épanouissement personnel. Le développement, on se développe, on a besoin de personne pour se développer, en fait. Tu vois, on le fait, on peut se développer même sous contrainte par ce qui t'arrive dans la vie, en fait. Finalement, tu vois, ce terme développement, il me chagrine un petit peu. Après, c'est ma philosophie, hein. Mais je te laisse continuer sur certains. Non, mais je t'en prie, et t'as raison de situer les choses. Moi, je disais ça plus histoire de placer un peu un cadre. Donc, du coup, voilà, j'ai rencontré ces personnes qui m'ont fait prendre conscience des blocages et des trucs que je trimballais de mon passé. Et ça m'a permis... avec de la visualisation, de rendre plein de choses à plein de personnes différentes. Donc ça, c'est quand même assez bluffant. Moi, je trouvais que ça faisait partie des choses un peu magiques. Tu vois, moi, tout ce qui a trait à la spiritualité, j'ai l'impression que c'est un peu magique. Donc, c'est un peu en dehors de ce que je suis capable de comprendre et de ce qui est tangible. Et en fait, ça m'a vraiment permis de construire... J'aime pas dire le nouveau moi parce que je pense voilà, tu viens de le dire, on continue de croître tout le temps dans la vie, donc voilà. Et puis David sur la partie émotion qui accompagne pour le coup les parents à retrouver le calme
pour apporter de la sérénité dans les familles, pour éviter de transférer à nos gamins nos propres peurs, nos propres mal-être, etc. Et la combinaison des deux, bon, moi, ça m'a élevé, mais c'est un truc de fou. Par-dessus ça, forcément, le fait de s'entraîner pendant 1 an et demi, tous les jours, de toute l'année, est-ce qu'il vente, est-ce qu'il gèle, est-ce qu'il pleut, est-ce que dalle, tu mets tes chaussures et pendant 1 heure, tu es dehors, tu te tapes les montées, tu te tapes les descentes, tu te tapes les cailloux, tu te tapes la boue, tu te tapes tout ce qu'il y a. Bah forcément, il y a un moment donné, tu changes, tu évolues. Donc voilà, grosso modo, dans mes outils, il y a deux individus et la décision de mener un défi physique, perso, qui a participé à ça, cette évolution de la définition du mental. C'est intéressant, en fait, de se créer une habitude. Et puis, au final, de cette habitude-là, tu te rends compte que comme tu es obligé de braver les éléments extérieurs et que tu ne peux pas agir dessus, forcément, ça peut avoir aussi, des effets assez intéressants sur le reste. À partir du moment où tu es en capacité de t'adapter aux éléments extérieurs sur lesquels tu n'as pas de prise, et finalement tu peux le dupliquer dans plein de choses en fait. Et s'il y a vraiment quelque chose que j'ai appris, tu vois, de cet entraînement physique et après des 13 jours sur le GR20, c'est vraiment que le corps humain, il est capable d'une discipline et de s'adapter. Mais tu vois, moi, j'avais pas conscience de ça, tu vois. Je me suis toujours dit, ouais, les gens qui ont vécu la guerre, mais comment ils ont fait? Mais attends, mais ils doivent avoir des trucs dans leur tête, ça doit être l'enfer, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que, sans doute, nous, l'humain, on est l'être vivant le plus adaptable au monde. Parce que tu vois, alors je te donne un exemple hyper pratico-pratique. Je fais de la lombalgie chez moi régulièrement parce que fatigue, stress, machin. Je me suis acheté un matelas de gna gna gna, tu vois, avec de la literie qui va bien. Je me lève le matin, j'ai mal au dos. Et on m'a expliqué, gna gna, le stress, la pression, etc. Je dors 13 jours en bivouac, à même le sol, tu vois, sur un matelas qui est épais de 2 cm, à même le sol ou sur des palettes, dans des dortoirs, sur des lits en métal, etc. Je fais pas 13 jours de lombalgie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, je suis rentrée en me disant, Marine, tu n'as pas de lombalgie. La lombalgie est dans ta tête. Voilà. Donc, tu règles ça. À la limite, tu dors par terre. Si ton matelas de luxe, ça te va pas, tu te refous tu te mets une quechua là sur ta terrasse et puis c'est réglé. Tu vois? Bah ouais, un matelas de 2 cm. Voilà, impeccable. C'est réglé. Et effectivement, je pense que un des facteurs de progrès, en tout cas de mon mental, et je parle que de mon histoire, c'est vraiment la discipline. Quand tu as une discipline de dingue et que tu décides que de toute façon, de 8h30 à 9h30 jusqu'en juillet l'année prochaine, tu es dehors, 5 jours sur 7 minimum, tu es déterminé. Et je te jure, quand il a fallu la semaine d'avant partir au GR1, commencer un peu à desserrer mon entraînement parce que tu vois, il fallait que je me repose aussi et tout et pas être trop dans le dur pour attaquer. Je me suis demandé à 8h30 qu'est-ce que je faisais derrière mon ordi. Tu vois, j'étais là, mais attends, mais je suis perdue. Je fais quoi de ce temps? Enfin, tu vois, j'étais paumée. Comme quelqu'un qui a créé une nouvelle habitude. Ouais, c'est une droguée de la marche. Non, pas que maintenant. T'as créé une addiction. Ouais. Ok, mais justement, on va en parler un petit peu de ta nouvelle addiction, mais surtout de ton GR20. Souvent, dans le podcast, on avait évoqué la confiance en soi, le droit à l'erreur, le regard des autres, la positivité, la motivation. Enfin voilà, on avait évoqué plein de choses. La gestion des émotions, la détermination. Alors, l'idée, c'est pas de refaire l'interview qu'on avait déjà faite. Il n'y a pas d'intérêt, mais c'est plutôt d'adapter cette interview-là à l'épreuve que tu viens de vivre et on va dire, de revisiter ces différentes thématiques sur ce GR20, c'est-à-dire voilà, est-ce que tu penses que du coup d'avoir réalisé ce GR20, est-ce que ça a eu un effet sur ta confiance en toi? Comment tu vois le droit à l'erreur aujourd'hui après cette épreuve-là? Alors pour répondre à ces 2 premières questions, je l'ai écrit dans la newsletter que j'ai sorti juste après. Moi j'ai décidé de faire le GR20 parce que j'ai vécu 4 ans, ces 4 dernières années, un divorce,
deux déménagements, un changement de vie avec ma fille, etc., l'entrepreneuriat, le choix d'installer mon entreprise. Et j'avais l'impression qu'il fallait, je ne sais pas pourquoi, clôturer ces 4 ans de changements intenses, de vie, ces turbulences permanentes que j'aurais appelées avant épreuve de la vie. Et que, a posteriori légèrement, j'appelle aventure. En fait, je suis rentrée sur ce parcours et j'avais décidé que ça mettrait fin à mon ancienne vie, tu vois. Et du coup, sur le sujet de la confiance en moi, par rapport à ces 4 dernières années qui ont été extrêmement turbulentes, vu les aventures, c'est pas complètement perdu confiance en moi, mais en tout cas, j'ai bâti un système autour de moi qui faisait penser aux autres que j'allais bien et que j'avais confiance en moi parce que c'est dans mon caractère, parce que Marie n'a jamais mal, etc. Et en fait, je suis revenue du GR20 et je me suis dit, c'est un truc de fou, mais ça y est, j'ai de nouveau confiance en moi. C'est impressionnant de partir, d'avoir décidé de mettre en place ce tunnel de transformation, tu vois, transformer mon année 2023, et de revenir et d'être sûr et certain que maintenant j'ai la confiance. Alors qu'en fait, c'est un processus, tu vois bien, qui a pris 4 ans. Forcément, je suis pas passée de l'un à l'autre. Et donc, du coup, effectivement, je constate a posteriori que j'avais perdu confiance en moi, que j'ai donné l'impression aux gens que j'ai jamais perdu cette confiance, alors qu'en fait, je la ressens que maintenant, après avoir vécu cette épreuve, cette étape, cette aventure de dingue. Voilà ce que je pourrais dire sur cette question. Et tu as une vision différente maintenant sur le droit à l'erreur ? Je pense que dans la vie, il vaut mieux passer à l'action et en tirer un enseignement, même si, tu vois, tu as l'impression que l'effet est négatif, parce que droit à l'erreur, ça veut dire que l'erreur, elle est négative, mais en tirer un enseignement, plutôt que de ne rien faire du tout. Je pense qu'il faut tout s'autoriser dans la vie. Il faut tout s'autoriser. Et encore une fois, c'est par effet de... faut être léger, faut pas prendre la vie trop au sérieux. C'est surtout, faut faire les choses qui nous font plaisir ou envie. Je sais qu'il y a plein de gens dans la vie qui décident de pas être dans le mouvement parce qu'il y a une famille, parce qu'il y a un compagnon, parce qu'on a peur de perdre les autres. Mais en fait, quand on est en train de faire ça, on se met soi-même dans une espèce de cocotte, on ferme le couvercle, puis on se dit allez, ça va aller parce que j'ai ma famille, parce que j'ai mon compagnon, parce que j'ai des obligations. En fait, en fait, ça va exploser plus tard. Parce que quand l'idée, elle naît dans ta tête, de toute façon, si tu le fais pas, tu le prends vers une crise de la quarantaine, crise de la soixantaine, ou j'en sais rien, quoi. Et crise existe. Et tu mets ça derrière le mot crise, alors qu'en fait, c'est juste que toi, tu t'es pas réalisé à un moment donné sur quelque chose que tu avais envie de faire. Donc oui, il faut s'autoriser toutes les erreurs, parce que à partir du moment où l'idée, elle naît dans ta tête de faire les choses ou de les faire différemment, bah, de toute façon, il faut y aller. Faut y aller. Mais c'est difficile aussi parce qu'on vit dans un monde où on a bâti la structure couple, on a bâti la structure famille dans un espèce de moule, dans un espèce de cadre où on serait censé ne pas faire les choses pour soi à côté, tu vois. Nous, il faudrait qu'on s'adapte parce que c'est mieux. Bah oui, mais t'es maman, bah oui, mais t'es entrepreneur, machin. Et en fait, tu vois, ça va super bien avec le regard des autres. Tu fais les choses parce que c'est ce qu'on attend de toi. Puis t'es malheureux. T'es malheureux. Malheureux. Ouais, effectivement. Et je me souviens plus c'est quel acteur qui dit ça, mais on dit que donc lui, je crois qu'il a jamais été spécialement en couple. Quand il a été, ça n'a jamais été. Mais en fait, il dit que dans le couple, malheureusement, il y en a toujours un qui est le pansement de l'autre. Il y en a toujours un des deux qui est niqué, en fait. C'est peut-être pour ça que maintenant c'est compliqué d'être en couple, d'ailleurs. Parce que je pense que en tout cas, je parle pour moi. Je pense que c'est très compliqué pour quelqu'un de se positionner dans la vie de quelqu'un comme moi, parce que comme je sais tout le temps ce que je vais faire, comme j'ai tout le temps de la motivation sur comment je vais conduire ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire le prochain coup, etc. Les gens se disent mais attends, mais comment on trouve sa place dans la vie de quelqu'un qui est comme ça, quoi. Puis quelque part qui vit que pour sa pomme, tu vois. Mais après, j'ai envie de dire, moi je trouve pas ça très dérangeant parce que au final, je pense que pour vivre
entre guillemets, d'une manière épanouie à deux. Alors, je parle pas de couple parce que j'aime pas le mot couple. Ça me fait trop. C'est comme le mot développement personnel. Mais je vais faire une liste pour les autres invités, tu sais. Non, mais je trouve que on est deux entités différentes, quoi. Donc, deux entités différentes qui ont besoin de se développer sur les choses qui nous animent. Et après, il y a des temps de rencontres à deux où on évolue ensemble sur d'autres choses. Donc, je pense qu'il y a 3 chemins. Et si tu n'es pas capable de gérer les 3 chemins, c'est là où tu te plantes, en fait. Parce que si tu vas trop dans les attentes de l'autre et à suivre le chemin que finalement t'es imposé parce que tu sais pas te dire non, mais moi c'est pas ça que j'ai envie, finalement à un moment donné t'es frustré et tu pètes un câble. Donc en fait je pense que c'est un juste équilibre à trouver, mais sans forcément parler de couple, mais plutôt sur chacun a un chemin et et puis quand tu décides de te retrouver, toi c'est ça en fait c'est le fait de s'écarter, se retrouver, tout en menant ses propres passions, ses propres activités et en ayant des moments où tu vas partager l'un et l'autre des passions qui t'animent, tu vois. Ouais. En plus que l'autre, tu peux en tout cas, tu peux partager. Après, ça ne veut pas dire que l'autre va aimer, mais en tout cas, je trouve que voilà, je vois plus les choses comme ça, tu vois, aujourd'hui. Notamment, il y en a les deux qui niquent. Moi, je pense que j'ai mis fin à plein de relations. Parce que je me suis dit, moi, j'ai pas envie de cette vie-là. Et l'autre, il sera pas heureux dans la mienne. Et comme je préfère pas être avec toi et que toi, tu sois heureux dans la vie que tu as choisie, plutôt qu'on soit ensemble et que moi, je crève de douleur parce que c'est pas la vie que toi, tu proposes que moi, j'ai envie d'avoir. Ouais, tu veux pas imposer aux autres ce que tu as. Ouais, je comprends ce que tu veux faire. Bon, on s'est éloigné du GR20. Mais bon, c'est un peu la même chose. Dans le GR20, en fait, surtout ce qui est en lien avec... du coup, ça devait pas être facile. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, putain, qu'est-ce que je fous là ? Pas qu'est-ce que je fous là, mais tous les jours, je me suis dit que j'allais arrêter. Tous les jours, je suis partie faire le GR20 avec mon père. Et on était un groupe... on est parti avec une structure. Donc on était un groupe de 12 aventuriers, randonneurs, et je me souviens dire tous les jours à mon père, moi de toute façon ce soir j'arrête, tu sais, sur une des étapes, moi de toute façon voilà, je vais jusqu'au prochain point, mais voilà, j'arrête. Tous les jours j'ai dit que j'allais arrêter, et finalement il n'y a aucune journée où j'ai vraiment arrêté, ce qui fait que du coup t'arrives à la fin. C'est intéressant, tous les jours tu dis que t'arrêtes. Qu'est-ce qui te motive à continuer finalement, puisque finalement tu dis que tu vas arrêter, mais tu repars. Comment tu as su Alors, le premier jour, on perd un premier randonneur qui fait une crise de panique, physiquement est pas au rendez-vous, etc. Donc le guide le redescend tout de suite sur la première étape. Donc on fait la première étape quasiment pas en autonomie, mais pas loin les 11 autres, tu vois. Voilà, faut que vous rejoigniez le refuge, c'est par là, il y aura ça. Et donc, du coup, tu te retrouves en jour 1, alors que tu es censé avoir un guide de haute montagne censé t'aider, et toi, tu es là, bon, d'accord, ok, donc c'est ça. Et donc, à la fin de la première étape, tu sais pas vraiment si tu as vécu le truc de la bonne manière, parce que tu as été un peu jeté au loup. Et le deuxième jour, donc le guide était avec nous, et là, je me suis dit, j'ai pas le niveau. J'ai commencé, tu vois, j'étais en marché avec les bâtons et tout, et j'étais en train de me dire, je retarde trop le groupe. On a eu une étape où il y avait de la descente. Alors en montée c'était dur, alors la descente encore pire. Et je me suis dit, moi j'ai pas envie de ralentir le groupe. Et du coup j'ai été voir je dis ce soir-là dans la tente, je dis à mon père, je pleure, et je lui dis de toute façon je suis pas à la hauteur. Je ralentis tout le groupe. Moi j'ai pas envie que vous passiez à côté de votre aventure, parce que moi je mets une demi-heure de plus à arriver au point d'après, quoi. Donc, tu vois, pas envie de gêner les autres, pas envie d'être le boulet du truc. Et voilà. Et puis, en fait, passer ça, on en parle avec le guide qui me dit c'est bon, Marine, emboîte mes pas, etc. Donc, je commence à reprendre un peu de confiance. Après, je fais 3 super étapes où j'ai pris de la confiance en moi, etc., un peu de technique, etc.
Mais n'empêche que chaque jour, je me suis dit, j'arrête. Alors, comment à un moment donné ça se passe? Je crois que, comme tu te dis que chaque journée est hyper difficile, à la fois, tu as envie de savoir qu'est-ce qui va se passer à l'étape d'après. Donc, il y a un peu d'envie, tu vois, de te dire, quand même, je sais pas, il y a quoi à l'étape 6, il y a quoi à l'étape 7, qu'est-ce qui m'attend? Et puis, à un moment donné, c'est ce que je me suis fait comme réflexion. Une fois que tu es là-bas, toi, tu as très peu de réseau, t'es coupé du monde, tu te rends compte que tu n'as plus besoin de rien à part boire, dormir, manger un peu. Et en fait, le cerveau, il se met en mode pilotage automatique. C'est pour ça que je disais qu'on était les êtres les plus adaptables, sans doute, de l'humanité, des êtres vivants, pardon. Parce qu'en fait, une fois que tu y es, tu emboîtes le truc et tu dis, en fait, je suis là pour faire ça. Donc, c'est pilotage automatique et t'as plus de lombalgie et t'as plus de courbatures et t'as plus mal nulle part et t'es là et boum, 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 tu te dis que de toute façon, allez, c'est jour 6, c'est jour 7, c'est jour 8, c'est jour 9, c'est jour 10. Combien de jours? 10 jours? 13. 13 jours. 13 jours. Et malgré toutes les étapes où c'est marrant parce que tu vois, quand tu lis les guides à l'avance, que tu questionnes le guide la veille, etc., les gens sur les réseaux sociaux en préparant le truc, tu lis le GR20 Sud, il est vachement plus roulant, ça sera plus facile. Donc tu dis, je vais attendre d'être sur le Sud, ça va être plus facile. Oui, mais l'étape 3, elle est difficile, mais la 4 est pire. Donc tu dis, si j'arrive à la 3, qu'elle est un peu dure, et que j'arrive à la 4, la 5 va paraître facile. Sauf qu'en fait, il n'y a jamais rien de simple. et comme tu continues à avancer, tu continues à découvrir que toutes les étapes sont difficiles, mais te conduisent à la suivante. Et du coup, dans ce parcours un peu incroyable, comment parce que là, finalement, vous étiez plusieurs. Ouais. Et finalement, ce qui est assez appréciable, c'est que le regard des autres sur ta performance, elle était plutôt bienveillante, puisque vous êtes tous dans une sorte de coopération pour que chacun arrive au bout, non? Ouais. Tu sais, en plus, j'ai eu l'impression qu'on a été placés comme une meute de loups. Dans une meute de loups, on met toujours les vieux et les faibles devant. Et c'est vrai. Et les sportifs et les forts derrière. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois, notre guide mettait les personnes en difficulté, en montée, en descente, sur les différentes épreuves qui t'attendent quand t'es sur place, des grosses pierres, des pierriers, des dalles, etc. Et il met la première personne derrière lui, qui est la personne qui est en difficulté sur le truc, ce qui fait que les autres sont obligés de s'adapter à ce rythme-là. Et comme toi, tu as la force du groupe qui te suit derrière, ce que tu dis, de toute façon, il faut que j'avance, ça te fait avancer. Et beaucoup de bienveillance, effectivement, de la part des 11 autres randonneurs. Parce qu'en fait, toi, tu t'arrives là-bas, tu dis, comme tous les soirs, tu dis, de toute façon, c'est bon, moi, j'arrête, là, c'est trop dur, j'y arriverai pas, gna gna. Et puis les autres te disent, mais non, on est parti à 12, on reviendra à 12. Bon, c'était faux parce qu'on est parti à 12, le jour 2, on n'était plus que 11, mais tu vois ce que je veux dire? Et effectivement, quand tu es alimenté par l'effet groupe et par la bienveillance des autres, ça devient un moteur. En fait, tu n'as pas envie de lâcher. Tu sais, c'est comme dans une équipe de travail. Tu te dis, si je fais pas mon boulot, tout le monde va en tirer. Et du coup, j'ai pas envie que l'équipe elle morfle parce que moi je fais pas bien mon travail. C'est un peu la même chose. Tu te dis, maintenant, les gens ils sont contents que je sois là, on partage des super moments au-delà de la partie physique et preuve que ça représente. Donc tu dis, non, je peux pas les abandonner, ils ont besoin de moi. Ouais, du coup, la force du groupe, ça a été aussi un élément de ta motivation à continuer chaque jour. Ouais, parce qu'en fait, comme tu vis pas en autarcie, mais tu vois, tu vis vraiment que orienté sur ta personne et sur on est partis tous ensemble, faut pas qu'on se perde, faut pas qu'on tombe, faut pas qu'on se fasse mal, etc. Ouais, tu as l'impression que tu as créé une espèce de petite famille en 13 jours. Il y a ton tonton, il y a ta tata, il y a ta sœur. Enfin, tu vois, moi j'étais avec mon père en plus et il se trouve que le monsieur qui est parti le premier jour laisse sa fille de 19 ans toute seule continuer GR20 avec le groupe. Donc, tu vois, elle devient ma sœur par extension. Mon père prend soin d'elle, etc. Donc, c'était assez rigolo. Tu vois, tu reconstitues un peu un semblant de famille ou d'équipe, en tout cas, sur place. Tu m'as parlé de la gestion de tes émotions tout à l'heure. Du coup, est-ce que tu penses que du coup, ce genre d'épreuve-là, ça a eu une incidence sur la manière dont tu gères tes émotions? Oui. Et j'ai envie de te demander par quelles émotions tu es passé aussi dans ce périple? Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Tu vois bien de la colère quand tu n'y arrives pas,
de la joie quand il arrive, du bonheur et de l'effervescence quand c'est très difficile et que tu y arrives. Quand tu vois de la progression, quand tu es face à un mur de pierre et que tu dis de toute façon, là, il n'y a pas le choix, il y a 600 mètres de dénivelé à prendre, donc voilà, et continuer à avancer. Et je crois que là où j'ai le plus appris sur moi, c'est sur la gestion du stress. Parce que j'ai pris conscience du fait que si tu maîtrises ton souffle, tu maîtrises ta respiration, et alors qu'au sens contraire, si tu ne le maîtrises pas, c'est lui qui te contrôle et du coup, tu souffres très, très fort. Et en fait, au bout de la moitié du parcours, j'ai pris conscience du fait que ça, c'était sans doute la plus grande leçon, entre autres, que j'avais pris du GR20, c'est que dans le quotidien d'entrepreneur et d'humain, on est sujet au stress extérieur de l'entreprise, voilà, de nous-mêmes. Et en fait, je me dis tout le temps, maintenant, effectivement, le stress, il est extrêmement lié à la respiration. Si je maîtrise la respiration, je dis à la respiration, c'est pas toi qui décide, c'est moi. Bah en fait, ça se passe quand même vachement mieux. Et tu vois, ça me fait penser aux exercices de respiration de Sarah Saidi et tout ça. Je trouve que c'est hyper important quand tu sens que tu es stressé de trouver voilà, des leviers qui vont te permettre de redescendre, quoi. Ah ouais, surtout la respiration, tu sais, c'est la base. Hein. Je crois que de toute manière, si tu respires pas, tu meurs. Donc à partir de ce principe-là, l'objectif, c'est de savoir correctement respirer et respirer de manière à l'endroit. Beaucoup de gens ne savent plus respirer. En fait, ils se sont synchronisés à l'inverse. En fait, ils pensent respirer, mais en fait, ils sont en apnée. Donc voilà. Donc la petite astuce, c'est quand vous respirez, juste vérifiez si votre ventre se gonfle d'air et quand vous expirez, si votre ventre se vide. Et les bébés font ça naturellement. Les bébés font ça, tu vois. Les bébés, ils inspirent, le ventre il se gonfle. Ils expirent, le ventre se vide. Et nous, je sais pas, on perd ça en grandissant. Je sais pas exactement. Ouais, il faut apprendre à le cultiver parce que c'est un très très bon moyen de régulation émotionnelle, de gestion du rythme cardiaque, d'oxygénation tout simplement de ses muscles en fait, tout simplement. Ouais. Pour rester lucide, hein. Un cerveau oxygéné prend des meilleures décisions que s'il n'a pas d'oxygène. Ouais, c'est clair. Et puis tu as une meilleure perception aussi, je trouve. Mais forcément, tu vois, comme tu es plus calme, tu regardes bien la situation devant toi et tu fais les meilleurs choix qui s'imposent. Et quand tu es face à une descente, moi, c'était vraiment le truc qui me faisait le plus peur sur le GR20, des descentes où il n'y a pas, il y a pas de place il y a pas de place à l'erreur, quoi. Tu mets mal ton pied, tu mets mal tes bâtons, tu t'éclates la tête, tu meurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il y a pas de place. J'ai pas envie de dire, il y a de la place au doute, mais en tout cas, là où tu vas poser tes pieds, il faut que tu aies une vision claire de comment tu vas le descendre pour pouvoir appréhender le chemin le plus facile possible. Et donc, je pense que ça, c'est tout à fait transposable à la vie au quotidien. Plus t'es cool, plus tu respires bien, plus tu as une vision éclairée de là où tu vas mettre les pieds. Ouais, tu dis le chemin le plus facile, moi j'ai envie de dire le chemin le moins dangereux, quoi. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Si tu t'éclates la tête, c'est pas trop facile non plus. Non, puis s'éclater la tête, c'est pas bon. Hein. Enfin, au sens propre comme au sens figuré, voilà. La respiration fait partie des choses qui évitent de s'éclater la tête au sens propre comme au sens figuré. Bon, j'ai une dernière question. C'est une question que je t'avais déjà posée et qui était après une phrase où on dit souvent que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. C'est ton cas, tu n'as rien lâché. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses avoir une force mentale bien développée? Ouais. Ouais, tout à fait. C'est ce qu'on disait pendant cette interview, le fait d'avoir de la discipline, ça développe la force mentale. Le fait de s'offrir des défis et des challenges que tu as vraiment envie de réaliser et de réussir, forcément, tu ressors plus fort. Donc, si tu ressors plus fort, tu ressors avec de la confiance. Je pense que, je pense que c'est une chouette conclusion. Dans la vie, il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher et encore plus si c'est toi qui as pris la décision que tu as envie de conduire ce projet, cette aventure, ce challenge. Une fois que tu as pris la décision, il faut être déterminé. Et pour être déterminé, il faut être discipliné. Bon, super. En tout cas, Marine, merci beaucoup. Plaisir. Et je vais te poser une dernière question. C'est quoi ton prochain challenge? Eh bien, mon prochain challenge, j'en ai deux.
J'en ai un professionnel qui va bientôt être révélé au grand jour. J'arrête pas de teaser là-dessus. C'est insupportable. Donc, au mois de septembre, vous allez enfin savoir de quoi il en retourne. Et j'ai hyper hâte de pouvoir partager ça avec vous. Et l'autre, ben, tu sais bien, moi je carbure au challenge et au défi. Et donc, je fais déjà du chant. Et mon compagnon, mon duo magique m'a demandé si j'accepterais de commencer à faire de la guitare. Donc, du coup, j'ai commencé, juste après de Germain, j'ai commencé les cours de guitare. Donc, voilà, maintenant, il faut que je réussisse à enchaîner un do avec un sol et un fa avec un sol. Et c'est vraiment difficile d'enchaîner un fa avec un sol. Ça fait mal au doigt en plus. Ouais, je commence à avoir de la corne, c'est à force de m'entraîner. Voilà. Écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité et d'avoir proposé de développer ce sujet ensemble. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.